Bien, chers collègues, l'ordre du jour de notre réunion appelle l'examen des politiques publiques relatives à la mission Relations avec les collectivités territoriales et au compte spécial Avances aux collectivités territoriales. Nous allons procéder uniquement à une discussion portant sur l'exécution budgétaire 2023. Je vous rappelle que les séquences de questions-réponses se déroulent désormais en faisant alterner questions courtes, réponses courtes pour chaque intervention. Madame la ministre Dominique Faure, vous êtes de retour. Vous avez la parole pour 10 minutes sur l'exécution budgétaire de cette mission. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs spéciaux, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très heureuse d'être de nouveau aujourd'hui avec vous ce soir pour ce temps parlementaire devenu incontournable en matière de contrôle et d'évaluation de la politique menée par le gouvernement. Cette audition constitue indéniablement un temps fort de l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement et reste l'occasion pour notre ministère de vous présenter l'exécution budgétaire 2023 de la mission Relations avec les collectivités territoriales et de tracer quelques perspectives financières plus larges sur la situation financière des collectivités territoriales. Tout d'abord, l'exécution budgétaire 2023 est maîtrisée et conforme en ce qui concerne l'objet même de l'audition qui nous réunit, à savoir l'exécution budgétaire de la mission RCT. Celle-ci est maîtrisée et conforme à l'autorisation budgétaire que nous a confiée le Parlement. En effet, la consommation annuelle des crédits est quasi intégrale et les sous-consommations sont aisément explicables. Comme vous le savez déjà, la mission Relations avec les collectivités territoriales est composée de 2 programmes budgétaires ayant vocation à soutenir l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales. D'abord le programme 119, le concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements, qui porte les dotations de soutien à l'investissement local, les dotations générales de décentralisation, plusieurs dotations particulières comme la dotation biodiversité, comme la dotation titre sécurisé. Et puis, le programme 122, concours spécifiques et administration, qui porte notamment la dotation calamité publique, la DSEC, le fonds d'accompagnement des collectivités touchées par les violences urbaines de juin 2023, les crédits liés au fonds exceptionnel à la suite des intempéries de novembre, le plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux élus et les subventions exceptionnelles aux collectivités en difficulté financière. À travers cette mission RCT, l'État poursuit 3 objectifs principaux. Le premier, accompagner l'investissement local, notamment dans les territoires les plus fragiles, en milieu rural comme dans les quartiers de politique de la ville. Deuxièmement, attribuer des ressources, notamment de fonctionnement, aux collectivités territoriales qui permettent notamment de soutenir les territoires les plus fragiles ou en difficulté, des SEC, aides d'urgence, DTS. Compenser les charges transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation ou les pertes de produits fiscaux induites par les réformes des impôts locaux. Pour parvenir à l'exécution, en ce qui concerne celle du principal programme de la mission, à savoir le programme 119 qui représente près de 95% des crédits de la mission, la consommation 2023 s'est établie à 4,375 milliards en autorisations d'engagement, soit un taux d'exécution de 99,95% des crédits délégués et 99,93% des crédits ouverts. À l'échelle du programme, le volume total des engagements baisse de 57,1 millions d'euros par rapport à 2022. Cette baisse des engagements s'explique toutefois aisément pour 2 raisons. Le retour de la DSIL de droit commun à son niveau de 2021, 570 millions d'euros. Ensuite, l'abondement exceptionnel de 303 millions d'euros en loi de finances pour 2022 n'ayant pas été reconduit. On s'en souvient. Ensuite, deuxième raison, l'extinction d'une part de la dotation de 51,6 millions d'euros créée en loi de finances pour 2022 et versée au département au titre de la compensation des effets de la baisse des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties et d'autre part, de la compensation des contributions fiscalisées, 91,3 millions d'euros, créées en loi de finances rectificative du 16 août 2022, toutes 2 non reconduites en 2023. Je tiens par ailleurs à souligner que les autorisations d'engagement des dotations de soutien à l'investissement des collectivités, DETR, DSIL, DCID et DPV, ont été quasi intégralement engagées par les préfets, le reliquat de fin d'année représentant moins de 0,05% des crédits ouverts. Tout au long de l'année,
l'engagement des dotations d'investissement s'est maintenu à un niveau supérieur à celui constaté les années précédentes. Les préfets ont mis en œuvre les nouvelles dispositions législatives leur faisant obligation de notifier au moins 80% de leur enveloppe pour l'exercice en cours avant le 30 juin. Ces chiffres confirment les besoins en investissement des collectivités territoriales qui ont également bénéficié pour la première fois en 2023 des crédits du Fonds vert à hauteur de 2 milliards d'euros. Les dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales sont ainsi un levier puissant d'accélération et d'orientation de l'investissement local. En 2023, l'État a ainsi accordé 1,892 milliard d'euros de subventions aux collectivités locales permettant de soutenir plus de 24 000 projets d'investissement pour une dépense d'investissement totale de 8,426 milliards. L'effet de levier est ainsi très élevé, on le dit souvent, c'est réalité. Il est à près de 4, c'est-à-dire qu'1 euro investi par l'État génère 4 euros d'investissement dans les territoires. Nous ne pouvons que nous féliciter que la transition écologique des territoires reste la première priorité de ces dotations. En 2023, elles ont ainsi permis de soutenir 8 206 projets favorables à l'environnement pour un montant total de 628 millions d'euros. En 2023, au moins 25% des crédits de la DSIL devaient être consacrés à des objectifs favorables à l'environnement et inscrits au budget vert de l'État. Cette démarche est approfondie en 2024. Ce sera au moins 30% des crédits de la DSIL qui devront être accordés à des projets favorables à l'environnement, ainsi que 25% des crédits de la DSID et 20% des crédits de la DETR. Il est important que cet objectif soit atteint au niveau national, mais il ne s'agit pas d'un fléchage des crédits des dotations d'investissement. Cependant, les dotations classiques sont polyvalentes. Elles ont vocation à financer de nombreuses politiques publiques, rénovation thermique des bâtiments publics, création de services publics locaux, mise en accessibilité des bâtiments publics, accès aux soins, mobilité, entretien des réseaux d'eau et d'assainissement, préservation du patrimoine, équipement sportif, etc. Enfin, le soutien de l'État est ciblé sur les zones les plus fragiles, notamment les quartiers prioritaires de la ville et les communes rurales. En 2023, la DETR a permis de soutenir 19 536 projets dans les territoires ruraux. En ce qui concerne le taux de consommation des crédits de paiement de ce programme 119, 4 145 600 000 euros ont été consommés au 31 décembre 2023, soit 99,68% des crédits délégués et 99,54% des crédits ouverts. À l'échelle du programme, le volume total des paiements est en hausse de 155 millions d'euros par rapport à 2022, sous l'effet de plusieurs choses, mais du dynamisme des dotations de soutien à l'investissement, le dynamisme des décaissements au titre des dotations de soutien à l'investissement des collectivités, plus 0,1% par rapport à l'exécution 2022. Deuxièmement, la réalisation des opérations de rénovation du bâti scolaire marseillais. Troisièmement, des majorations de la DTS, c'est 4,4 millions d'euros, et de la dotation pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales, plus 17,3 millions d'euros en loi de finances initiale 2023, et à nouveau en loi de finances de fin de gestion 2023 pour la DTS à hauteur de 27,6 millions d'euros, qui se sont traduites par une hausse de 49,8 millions d'euros des paiements par rapport à l'exercice 2022. J'en viens à l'exécution du second programme de la mission, à savoir le programme 122. Je me dépêche, j'ai pas 10 minutes. Programme dédié notamment aux dotations exceptionnelles. Au 31 décembre 2023, la consommation des crédits du programme 122 s'élevait à 242,4 millions d'euros en AE et 286,4 millions d'euros en CP, soit respectivement 52% des AE et 53% des CP disponibles au titre de la gestion 2023. Le disponible budgétaire non consommé s'établissait à 227 millions d'euros en AE et 259 millions d'euros en CP et correspond aux crédits ouverts et non consommés au titre principalement des aides exceptionnelles aux communes en difficulté financière, 9,9 millions d'euros en AE et en CP reportés en 2024. Deuxièmement, des aides aux communes pour restructuration défense, le FSCT, 0,3 millions d'euros en AE et en CP. Troisièmement, de la DSEC, 4,8 millions d'euros en AE et 49,6 millions d'euros en CP, dont
37,6 millions d'euros sont destinés à la reconstruction des Alpes-Maritimes à la suite de la tempête Alex. Ces crédits ont été intégralement reportés sur 2024 en AE et partiellement en CP. Ensuite, des fonds exceptionnels dédiés à la réparation des dégâts causés par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Le fonds de reconstruction exceptionnel, 56 millions d'euros en AE et 61,2 millions d'euros en CP. Ce disponible important s'explique d'une part par la forte mobilisation des équipes de la préfecture des Alpes-Maritimes pour le traitement prioritaire des dossiers FSUE, ainsi que d'autre part par une transmission ou une validation tardive de certains dossiers ne permettant pas leur engagement ou leur mandatement en 2023. Ces crédits ont été reportés sur 2024. Ensuite, le FARU, 1,3 million d'euros en AE et 1,4 en CP. Ces crédits ont été obtenus en report au regard des besoins d'aide au relogement d'urgence dans le Pas-de-Calais à la suite des intempéries de la fin de l'année 2023. Et pour finir, le fonds violence urbaine, 87,100 millions d'euros en AE et 48,7 millions d'euros en CP en raison de la mise en œuvre de ce dispositif en fin d'année et de la mise à disposition de crédits en fin d'année, notamment pour les crédits ouverts en loi de finances de fin de gestion du 30 novembre 2023. Ces crédits ont été obtenus en report en 2024. Deuxièmement, on parle de la situation financière des CT fin 2023. Quelques mots. Au-delà de l'exécution budgétaire 2023 de la mission RCT, je souhaite profiter de ce moment pour vous partager les premiers éléments sur la situation financière des bénéficiaires de cette mission budgétaire, à savoir les collectivités territoriales elles-mêmes. Le constat est le suivant. La situation financière des collectivités en 2023 est globalement positive, bien que toutes deux en baisse de 8,3% par rapport à 2022. Cette situation globale satisfaisante ne doit toutefois pas masquer de fortes disparités entre les strates de CT. J'ai un petit peu plus, Monsieur le Président ? En théorie, non, mais... En théorie, non, mais vous me le permettez ? Plus. Non, mais c'est pas possible, ça. Ah non, ça c'est... Comme vous dites, là, non. 19, 20, il faut que je raccourcisse, hein, oui. Je me concentre. Et vous allez voir, c'est un travail que les ministres arrivent parfaitement à faire. Voilà, d'accord. Vous mettez la barre haut. Je vais y arriver. C'est comme en commission fin de vie, c'est synthèse. Synthèse. Cette situation globale satisfaisante, santé des collectivités locales dont je vous parlais, ne doit toutefois pas masquer de fortes disparités entre les strates de collectivités territoriales. La situation est globalement favorable au sein du bloc communal. La situation des régions est stable avec des recettes et des dépenses d'investissement en hausse. Il y a en revanche une forte dégradation, et on le sait bien, de la situation des départements. L'investissement en 2023 atteint quant à lui 80,5 milliards d'euros, c'est un niveau record. En soutien aux collectivités, la loi de finances pour 2024 prévoit notamment une nouvelle hausse de la DGF de 230 millions d'euros, soit une hausse exceptionnelle de 640 millions d'euros sur 2 ans. Quelques mots enfin sur la situation financière de notre pays dans un contexte budgétaire contraint. 5,5% de déficit du PIB et 110,6% de dette, nous devons collectivement partager l'objectif de redressement des comptes publics à horizon 2027, appelant une mobilisation de tous les responsables publics à hauteur toutefois de leurs contributions respectives au déficit. En effet, le besoin de financement des collectivités contribue à hauteur de 0,2 dans ces 5,5% de déficit du PIB en 2023. Je sais que nous pouvons y travailler ensemble de façon constructive. J'espère que ce tableau que vous ne manquerez pas de compléter vous ont permis de percevoir une bonne image de l'exécution financière en 2023 de la mission RCT, de la situation financière des collectivités territoriales début 2024. Je vous remercie, Monsieur le Président, du temps que vous m'avez laissé. Messieurs et Mesdames les rapporteurs spéciaux et Mesdames et Messieurs les députés pour votre écoute, et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Madame la Ministre. On va donc passer aux deux rapporteurs spéciaux pour cette mission qui ont la parole conjointement pour 3 minutes. Messieurs Joël Giraud et Emmanuel Mandon. Tant que c'est pas rouge, voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Concernant l'exécution des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, Joël Giraud et moi-même souhaitons d'abord souligner l'importance des crédits dévolus au soutien des collectivités territoriales. 4,4 milliards d'euros en crédits de paiement ont ainsi été consommés en 2023 au titre de cette mission. Il s'agit d'un niveau historique car ces crédits sont en progression continue, plus 4% par rapport à 2022, plus 6% par rapport à 2021. De plus, nous voulons saluer la qualité de la gestion qui a été celle de l'année 2023.
Programme 119, qui regroupe les principales dotations d'investissement des collectivités territoriales, n'a en effet pas connu de sous-budgétisation et les crédits ouverts ont été quasiment équivalents à ceux prévus en loi de finances initiale. Surtout, les montants consommés des dotations d'investissement, que je rappelle, des ETR, des PV, des CIL, des CID, des CIL exceptionnels, ont encore progressé en 2023 par rapport à 2022, s'établissant à près de 1,9 milliard d'euros en crédit de paiement, soit plus 8%. Le programme 122 connaît certes des reports significatifs, mais ils sont principalement dus à d'importantes ouvertures de crédit fin 2023 par la loi de fin de gestion, ainsi qu'à l'écoulement progressif des crédits qui soutiennent les réparations des collectivités après la tempête Alex. Après ce bref panorama sur la mission RCT, je laisse mon éminent collègue Joël Giraud vous parler de certains de nos points d'attention particuliers. Merci Emmanuel. Bien, étant donné le temps très limité dont nous disposons et ma capacité à dépasser toujours le temps de parole, je vais me concentrer sur les points qui me paraissent... Vous donnez 1 minute de plus, comme j'ai accordé 5 minutes de plus à la ministre. Merci beaucoup, Éric. Merci, Président. Je vais donc me concentrer sur les points qui me paraissent essentiels. Alors, tout d'abord, moi, je voudrais me féliciter de voir que 42 millions d'euros de dotation biodiversité ont été consommés par les collectivités en 2023, et sachant que ce montant, merci Madame la Ministre, a été porté à 100 millions d'euros en 2024. C'est une dotation importante, alors non, pas seulement parce que je l'ai engendrée et créée à l'époque, mais tout simplement aussi parce qu'il s'agit d'un apport considérable pour les communes rurales, étant donné qu'en plus, seules les communes dorénavant qui sont classées rurales au sens de l'INSEE en sont bénéficiaires. Alors les collectivités, bien sûr, plébiscitent cette dotation. Il me semble qu'elle pourrait prendre un rôle encore plus important, puisque c'est un peu une dotation de rééquilibrage pour la ruralité. Ainsi, que pensez-vous, Madame la Ministre, d'une extension de son champ aux forêts de protection et aux forêts appartenant à des séries d'intérêts écologiques? Ça permettrait de valoriser l'apport écologique des forêts qui sont improprement qualifiées de non productives. Et une telle disposition, d'ailleurs, avait été adoptée en commission des finances lors de l'examen du budget 2024, mais pas retenue à la suite du 49.3. En outre, il semblerait que les espaces naturels sensibles ne soient pas intégrés dans le champ de la dotation biodiversité. Le cas échéant, ne serait-ce pas une extension qui me semblerait pertinente, qu'un espace naturel sensible soit géré par le département ou géré par l'État, me semble quelque chose d'assez équivalent. Quand la dotation de biodiversité sera-t-elle versée cette année aussi aux communes bénéficiaires? L'information est capitale, vous le savez, pour le budget de beaucoup de communes rurales. Quelquefois, c'est un doublement de la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales les plus rurales. Donc j'aimerais savoir quel est le calendrier de versement, de façon à ce que ces collectivités puissent un peu anticiper les choses, même si les budgets sont depuis longtemps votés. Par ailleurs, M. Mandon et moi-même, on salue le verdissement des dotations d'investissement qui finance toujours davantage de projets écologiques, notamment par le biais du fonds vert. Mais toutefois, on regrette que ce fonds, qui est constitué de crédits de soutien à l'investissement des collectivités, ne figure pas dans les crédits de la mission RCT, alors que cette dernière porte justement la politique de soutien de l'État aux investissements locaux. Que pensez-vous, Madame la Ministre, d'un changement de périmètre de la mission RCT qui puisse englober le fonds vert pour y voir un peu plus clair sur cette vision d'ensemble des crédits d'investissement? Il nous semble que ça serait quelque chose de particulièrement logique et pertinent. Merci. Merci, et merci de rappeler qu'il y a eu des excellents amendements votés en commission qui n'ont pas été retenus en 49.3. À vous, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers... Ça marche pas. Ah pardon, c'est moi. Pardon. Cher Emmanuel, cher Joël, messieurs les rapporteurs spéciaux, merci. Donc, saluer votre engagement qui n'est plus à prouver, et l'un et l'autre, en faveur des communes rurales, et singulièrement celles qui soutiennent, entretiennent et développent les aménités rurales. C'est une reconnaissance des services qu'elles rendent à la biodiversité et au bien-être de leurs habitants. Comme vous le savez, le gouvernement a souhaité porter, et vous l'avez rappelé, à 100 millions en 2024, cette dotation biodiversité. C'est plus qu'un doublement de la dotation, de sorte que l'on peut désormais parler d'une véritable péréquation environnementale réalisée à travers cette dotation. J'ai souhaité, je sais que vous partagez cette conviction, réserver le bénéfice de cette dotation aux seules communes rurales, principe qui est désormais inscrit dans la loi. Ensuite, la méthode que nous avons retenue avec Christophe Béchu a été d'aligner le périmètre de la dotation avec les zonages contenus dans les indicateurs dits surfaciques de la stratégie nationale des aires protégées, la SNAP. En l'espèce, les forêts de protection, les espaces naturels sensibles font partie des espaces qui peuvent être reconnus comme zones de protection forte après analyse, au cas par cas, et sont donc le cas
échéants d'ores et déjà intégrés dans la dotation. Un élargissement ultérieur, vous vous rappelez les forêts d'intérêt écologique, et donc un élargissement ultérieur de son périmètre à d'autres zonages va évidemment être étudié, mais évidemment dans un contexte budgétaire contraint. Attention à ne pas trop réduire le montant moyen attribué à chaque commune, parce que pour être incitative, la dotation doit être ciblée. Surtout, à une nouvelle augmentation de cette dotation, je préfère explorer de nouveaux moyens de financement des services rendus par les collectivités à la biodiversité, en s'inspirant tout en le simplifiant du mécanisme des fonds carbone, mais aussi en mobilisant d'autres financements innovants. Nous sommes en train d'y travailler. Mon cabinet, en lien avec les services de Christophe Béchu, ne manqueront pas de vous consulter afin de faire des propositions en amont des discussions budgétaires de l'automne 2024. S'agissant du calendrier de mise en œuvre du décret, vous avez raison. Ce décret relatif aux aménités rurales tarde à venir. Je m'engage à ce que ce décret paraisse juillet 2024, mais surtout que le versement que vous appelez de vos vœux se tienne avant la fin du mois de juillet 2024 aussi. Votre troisième point, qui est un éventuel changement de périmètre concernant le fonds vert, moi j'ai envie de dire que cette mission relative des relations avec les collectivités territoriales, elle aurait, comme vous l'avez expliqué, une logique à s'étendre au fonds vert. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je vais faire remonter votre proposition pertinente à Christophe Béchu et je saurai vous répondre dans un délai rapide. Merci, Madame la Ministre. À moi. On sait que les collectivités territoriales réalisent près de 70% de l'investissement public et que ces dépenses doivent plus que doubler pour éviter de subir le coût de l'inaction climatique. Et dans le même temps, vous réduisez le soutien financier que leur apporte l'État. Les dotations de soutien à l'investissement du programme 119 stagnent en valeur et se réduisent donc en volume. Je rappelle également que pour le fonds vert, comme les rapporteurs spéciaux de la mission écologie l'ont montré, les autorisations d'engagement, mais également les CP, en 2024, ont été tellement réduits que leur niveau est inférieur de 20% au montant de ceux ouverts en LFI 2023. Et je n'ai pas été convaincu, je dois le dire, par votre collègue le ministre Béchu, il y a quelques jours, essayant de nous convaincre que les annonces sur les 10 milliards impactant ce fonds vert, finalement, n'impacteraient rien. Je dois dire que j'ai eu beau regarder les vidéos, j'ai eu du mal à comprendre. Plus globalement, sur l'ensemble des transferts de l'État aux collectivités, je voudrais rappeler que les collectivités territoriales éprouvent des difficultés financières de plus en plus importantes. L'une des raisons est la recentralisation et la réduction de leurs ressources. Alors que la dotation globale de fonctionnement atteignait 41,5 milliards d'euros en 2013, elle ne représente aujourd'hui plus que 27 milliards d'euros. Et encore, cette baisse est aggravée par l'absence d'indexation. L'augmentation que vous avez notée tout à l'heure de la DGF est inférieure à l'inflation en 2024. À cela s'ajoute la sous-compensation de la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de 750 millions d'euros selon les estimations de l'Association des maires de France, compensée par une affectation de plus d'un quart des recettes de TVA qui représente désormais plus de 50% du produit de fonctionnement des collectivités. Ces décisions présentent un coût élevé pour les finances de l'État. Moi, je suis inquiet personnellement de la dépendance de plus en plus grande à la TVA liée au transfert, également sur la question de la taxe d'habitation et qui nous rend dépendants d'un impôt qui fluctue considérablement et qui en plus est un impôt des plus injustes. Je crois qu'on doit s'interroger sur le fait d'arrêter de mal baisser les impôts en général, mais particulièrement de mal baisser les impôts des collectivités locales et que cela devrait amener l'Assemblée à une réflexion globale sur cette fiscalité dans les semaines à venir. J'ai vu les pistes proposées par Eric Woerth, qui sont ce qu'elles sont, je ne les partage pas, mais en tout cas, je crois urgent d'ouvrir un chantier global sur cette question. Madame la Ministre. Oui, j'ai pas entendu la réflexion globale sur quoi, pardon ? Sur la fiscalité des collectivités locales. Alors, c'était pas une question, c'est une affirmation. Oui, c'est une affirmation, c'est des commentaires. Donc, Monsieur le Président, merci. Donc, évidemment, je ne partage pas la totalité de vos analyses. Quand vous dites les collectivités locales rencontrent des difficultés financières, moi, je vous ai dit la réalité. La réalité, c'est qu'il y a 30 milliards d'épargne dans les collectivités territoriales et que les choses ne sont pas
également répartis. Donc il y a des collectivités territoriales qui souffrent, mais on ne peut pas dire que globalement la santé des collectivités locales n'est pas bonne. Moi je les suis comme le lait sur le feu, Monsieur le Président, et je peux vous dire que je sais celles qui vont bien et celles qui vont pas bien, à l'échelon des départements, à l'échelon des régions et à l'échelon des collectivités, des intercos. Donc c'est très inégal, je vous ai évidemment dit tout cela. Et quand vous dites que l'augmentation de la DGF ne suit pas l'inflation, c'est une réalité. Cependant, il faut aussi considérer l'état des finances de notre pays. Et qui mieux que vous, président de la Commission des finances, savez à quel point aujourd'hui notre pays est endetté et à quel point nous devons tenir la trajectoire vis-à-vis de l'Europe si nous ne voulons pas, collectivités locales comme l'État, voir nos taux d'intérêt augmenter. Donc, je crois que je suis fière, je vous le redis, je ne crois pas, d'appartenir à un gouvernement responsable qui, effectivement, est sur ce chemin de crête, à la fois vouloir aider significativement les collectivités locales, significativement en fonctionnement et en investissement, et puis en même temps, essayer de suivre cette trajectoire que nous devons impérativement suivre. Ensuite, vous regrettez que beaucoup de suppression, la taxe d'habitation, la CVAE, soit remplacée par de la TVA, mais la TVA, c'est, comme vous le savez, un impôt extrêmement dynamique, donc c'est quand même aujourd'hui, vous pouvez ne pas partager les politiques que nous portons, mais en attendant, c'est au bénéfice des collectivités territoriales. Et vous appelez de vos voeux une réflexion globale sur la fiscalité. Moi, je suis évidemment, à l'issue de la reprise du rapport d'Éric Woerth au président de la République et des orientations que nous donnerons à la suite de ce rapport, tout à fait prête à venir échanger avec vous, travailler avec vous, à votre convenance. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. D'abord, saluer le travail des rapporteurs et experts en la matière. Bon, comme chacun le sait, RCT est un petit bout des finances des collectivités territoriales, mais c'est toujours l'occasion d'avoir un débat un tout petit peu plus large. Donc, vous me permettrez, moi aussi, de déborder un petit peu le cadre de RCT. D'abord, dire que, ça a été dit par la ministre, la situation financière des collectivités territoriales est très contrastée. Celle des départements, aujourd'hui, est en recul par rapport à 2022. Mais, à contrario, le bloc communal est en excellente santé financière. Et je pèse mes mots. La capacité d'autofinancement a augmenté de 10% en 2023. Est à un niveau absolument record. Et sur la question du président en permanence sur l'indexation de la DGF, ce que je voudrais juste dire, c'est que nous avons augmenté la DGF, pas au niveau de l'inflation, mais nous avons augmenté. Et tous les partis qui sont ici, à l'exception de la majorité, ont voté contre l'indexation de la taxe foncière étant la recette numéro 1 des collectivités territoriales. L'indexation de la taxe foncière depuis 2018, c'est notre majorité qui la porte et c'est elle qui permet aux collectivités territoriales aujourd'hui d'assurer les services publics locaux. Dire aussi que l'ensemble de la politique d'investissement, et il faut rajouter évidemment le fonds vert au fond de la mission du programme 119, ont permis aux collectivités territoriales un niveau d'investissement en 2023 record. On a dépassé les 80 milliards d'investissements locaux grâce à notre politique de soutien. C'est donc un niveau jamais atteint. Mes questions, Madame la Ministre, touchent sur la DETR, à la fois sur son... Est-ce que vous avez une vision sur son verdissement ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on pilote, qu'on veut piloter? Où en est-on du budget vert pour les collectivités territoriales? Et le deuxième point, il y avait historiquement un décalage dans le temps. On a discuté entre le moment où les budgets sont exécutés avec une déperdition assez forte. Alors les chiffres, quand on regarde les AE, les CP, semblent dire le contraire. Voilà. Est-ce qu'on a réussi à accélérer aujourd'hui et à diminuer le taux de projets qui n'aboutissent pas sur l'utilisation de la DETR? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, d'abord vous remercier pour vos propos et vos analyses que nous partageons. Ensuite, vous m'interrogez sur le verdissement des dotations. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la DETR, on est aujourd'hui à 29% en 2023. On porte un objectif de 30% en 2024, qui est un objectif raisonnable, puisque, évidemment, comme vous le savez, des ciles DETR, c'est autour de 2 milliards. Fonds vert, 2 milliards. Donc les collectivités sont assez contentes que dans les 2 milliards de déciles DETR, ils ne soient pas obligés de verdir la totalité des investissements. Cependant, on progresse. On était à 20 en 2022, on est à
29 en 2023. On s'est fixé un objectif de 30. On pourrait être entre 30 et 35, je pense, à horizon de 2024, sans contraindre personne. Je vous remercie. Merci. On va passer maintenant aux orateurs de groupe pour 2 minutes chacun, avec réponse dans le même timing de la ministre. On commence par le groupe Renaissance avec Xavier Rosen. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues. Je remercie les rapporteurs spéciaux pour le travail de qualité qui a été réalisé. Je me félicite de la bonne utilisation du budget de la mission relative aux relations avec les collectivités territoriales. Et s'agissant des chiffres de l'année 2023, les dépenses d'investissement ont atteint un record, comme le disait le rapporteur général, de 80 milliards d'euros. L'investissement augmente de 5,4% par rapport à l'exercice 2022. Les investissements sont donc confortés malgré des difficultés que peuvent rencontrer les collectivités territoriales, telles que le renchérissement des coûts de chantier ou l'allongement des délais ou encore l'augmentation des taux d'emprunt. Les collectivités territoriales ont notamment bénéficié de l'effort de l'État qui, en 2023, a dédié 4 milliards d'euros à l'investissement local. Nous avons ainsi conforté les dotations de soutien à l'investissement local avec notamment 1 milliard pour la DETR et 570 millions sur la DSIL. Et même si sur le 119, il n'y a pas le fonds vert, c'est 2 milliards destinés à l'accélération de la transition écologique sur nos territoires. Madame la Ministre, le 4 avril dernier, à l'occasion du premier anniversaire de la signature de la Charte sur la planification des normes, le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de simplifier et réduire le stock de normes. L'inflation normative représente un coût financier pour nos collectivités, les conduisant trop souvent à devoir annuler certains projets. Alors que nous travaillons à la simplification des normes sur les entreprises, les collectivités doivent pouvoir aussi en bénéficier. Et Madame la Ministre, quelles pistes de simplification sont envisageables? Et parmi ces simplifications, lesquelles permettraient aux collectivités territoriales des économies? Je vous remercie. Merci Xavier Rosen. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Merci pour vos propos introductifs que je partage. Je souscris aussi à la pertinence de votre question concernant la simplification. Le Premier ministre l'appelle de ses voeux et nous a convoqué un comité interministériel à la transformation publique en avril 2024 pour nous demander de bien vouloir, tous les ministres, revenir avec une dizaine de mesures de simplification. Nous avons consulté les associations d'élus, nous avions déjà les nôtres, et nous en avons bien plus que 10. Mais enfin, nous avons soumis ces 10 premières, et ensuite, dans le cadre de l'agenda territorial que le Premier ministre m'a confié, dans lequel il y a 3 axes. L'axe des finances locales, sur lequel je travaille, l'axe de l'aménagement du territoire et l'axe de la simplification. Nous continuons à travailler, d'ici la fin du mois de juin, sur encore d'autres mesures qui viseraient à simplifier l'action des collectivités locales. Vous rappelez que dès l'an dernier, j'ai envoyé une instruction au préfet de simplification et de dématérialisation des demandes de subventions. C'est un seul et même logiciel pour toutes les subventions qui relèvent du RCT, de la relation avec les collectivités locales. Donc ça simplifie déjà beaucoup les choses, mais ça n'est qu'un pas, nous continuons à travailler. Ensuite, nous avons, Thomas Cazenave et moi-même, demandé une mission à Boris Ravignon, complémentaire de celle que le Président de la République a donnée à Éric Woerth, qui vise à travailler sur le coût des normes. Donc on parlait de 2 milliards de coût des normes jusqu'à la remise de son rapport qui est imminente, mais on va pouvoir constater, 1, que ce coût des normes est bien supérieur et que 2, on va pouvoir travailler sur des simplifications dont on va pouvoir mesurer l'efficacité en termes de coûts. Donc on est au milieu du chemin. Moi je m'engage d'ici la fin de l'année à avoir un document à l'image de celui que Bruno Le Maire a publié pour simplifier les CERFA et tout ce que les entreprises sont obligées de faire. Et donc, il faut que nous fassions la même chose dans le monde des collectivités locales. Donc, vous pouvez compter sur moi. Merci. Philippe Lothiau pour le Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président, la Ministre, Messieurs les rapporteurs spéciaux. En effet, cette mission ne concerne qu'une petite partie des relations de l'État avec les collectivités territoriales. Je m'y tiendrai parce que je ne vais pas épiloguer longuement ni sur le rôle des collectivités territoriales dans l'investissement public, ça a été dit, sur les risques liés à leur perte d'autonomie fiscale, et rappeler en effet que les économies nécessaires, vous en avez parlé, Madame la Ministre, elles doivent se faire
pas sur le dos des collectivités locales, mais sur la simplification. Je crois qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Cela dit, maintenant, ça fait 35 ans que j'entends parler de simplification. À chaque fois, ça se complexifie toujours à la fin. Donc, je commence à être un peu méfiant. Et aussi sur la simplification du système institutionnel. On verra ce que donnera la rapport Woerth. Mais je crois qu'il y a beaucoup de pertes en ligne à ce niveau-là. Revenons à la mission en elle-même. Et je voudrais me concentrer sur la DSIL et la DETR, qui sont les deux principales dotations. Avec des points positifs, un effet de levier, ça a été souligné, des commissions en préfecture qui se tiennent plus tôt dans l'année qu'il y a quelques temps, ça c'est bien pour les collectivités, mais avec deux problèmes quand même. Les dotations sont de plus en plus fléchées. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas vraiment le cas. Moi, je trouve qu'elles sont de plus en plus, et ça ne répond pas toujours aux besoins identifiés des collectivités. Je crois qu'il ne faut surtout pas en rajouter, comme ça a été évoqué. Et deuxièmement, l'éclatement. Vous avez la DETR, vous avez la DSIL, vous avez le Fonds vert qui, en effet, comme ça a été dit, devrait intégrer cette mission. Et j'irai même plus loin, ne pourrait-on pas faire une seule dotation de ces trois-là? Je m'explique. Plusieurs dotations, c'est plusieurs dossiers, plusieurs examens, plusieurs réunions. Vous avez une sorte de jeu de bonneteau dans les commissions en préfecture. Bon, celui-là, je ne te l'ai pas pris sur le Fonds vert, mais je vais le mettre sur la DSIL, et puis je le récupère sur la DETR, etc. On passe son temps à ça, plus personne n'y comprend rien. Est-ce qu'une dotation unique, avec certainement des garde-fous, par exemple, X% minimum pour les collectivités rurales, bien sûr, il ne faut pas les oublier, ne serait pas une solution, justement, dans le registre de la simplification que nous évoquions? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc, je vous entends parler de dotations fléchées. Elles sont quand même très peu fléchées, DSIL et DETR. Il ne faut pas en rajouter, vous avez tout à fait raison. Mais les investissements portés par les collectivités locales sont en général accompagnés par les préfets. Vous appelez de vos voeux une sorte de dotation unique. En fait, dans le cadre de la réflexion que nous conduisons à la demande du Premier ministre en matière de simplification, il y a la création, l'éventuelle création d'un fonds territoire qui effectivement permettrait plus de simplification pour les collectivités locales. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul dossier. Quand vous disiez plusieurs dossiers, DSIL, DETR, c'est un seul dossier. Donc c'est une première étape, mais il faut quand même aller plus loin. Je suis d'accord pour aller plus loin. Merci. Gabriel Amar pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. À écouter Monsieur le rapporteur général, les communes se portent bien et celles-ci n'auraient donc aucune raison de se plaindre. Alors qu'en examinant la situation de plus près, commune par commune, les marges de manœuvre ne sont pas suffisantes pour investir. Du coup, ma question, Madame la Ministre, comment comptez-vous aider ces communes à investir dans la transition écologique? Pensez-vous que le ciblage Villages d'avenir, qui concerne 9% des villages, permette de couvrir les besoins en ingénierie de 73% des communes? Par ailleurs, les communes de 3 500 à 100 000 habitants qui supportent les charges de centralité ont vu leur capacité financière fortement diminuer selon une étude de la Banque postale. Elles sont impactées par l'austérité gouvernementale et se voient reprocher de prendre en charge des dépenses de fonctionnement autrefois assumées par l'État. Après la suppression de 10 milliards d'euros de la DGF sous la présidence de François Hollande, la non-indexation de la DGF sur l'inflation depuis 2018 fait perdre 4 milliards d'euros par an aux collectivités. Avez-vous évalué le coût pour l'économie nationale des non-investissements des collectivités liés à ces baisses de dotation? Je rappelle que les collectivités représentent 70% de la commande publique en France. Quand aujourd'hui, vous choisissez d'engager le plan d'austérité imposé par la Commission européenne, au lieu d'y désobéir, vous entendez mettre à contribution les collectivités, vous l'avez dit à l'instant, pour diminuer le déficit de l'État, alors même que ces dernières sont tenues à un strict équilibre budgétaire. Je voudrais enfin dire un mot de la situation des départements qui connaissent une chute de leurs recettes. Récemment, le département de l'Aisne a voté un budget en déséquilibre alors qu'il fait face à une hausse de dépenses sociales et une baisse de recettes. C'est un acte politique fort. Combien faudra-t-il de départements qui votent leur budget en déséquilibre pour vous faire réagir quant à cette situation intenable? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez sur les marges de manœuvre dont disposent les collectivités territoriales. Ça s'appelle l'autofinancement. Donc, quand une collectivité territoriale voit son autofinancement diminuer, ce qui est le cas de certaines collectivités,
Eh bien, tout simplement, il faut travailler sur son budget de fonctionnement pour essayer de faire des économies pour augmenter son autofinancement. Alors, évidemment, ça n'est pas facile. Évidemment, c'est contraignant. Évidemment, c'est complexe. Et je trouve que vous êtes un peu injuste dans la façon dont vous observez l'État les accompagner. Quand vous nous dites que Village d'Avenir, ça n'accompagne pas la totalité des collectivités, oui, bien sûr, mais enfin, ces Villages d'Avenir, on est en train de travailler sur l'appel à projet Village d'Avenir de 2025 et on va encore faire 2026. Et donc, à raison de près de 2000 communes chaque année, comprenez que c'est un vrai effort qui est fait par le gouvernement pour donner de l'ingénierie gratuite à nos collectivités territoriales rurales. Ça vient en complément de l'ingénierie que nous faisons avec Action Cœur de Ville, avec Petites Villes de demain. Et je ne vois pas comment, de près ou de loin, vous pouvez utiliser ce terme d'austérité gouvernementale, là où on a doublé de 2 milliards à 4 milliards l'investissement. Et là, même si l'augmentation de la DGF ne couvre pas l'inflation, c'est quand même une augmentation. Vous avez eu effectivement... vous avez rappelé à quel point précédemment c'était ou stable ou diminué. Alors, pas de plan d'austérité pour moi. Oui, nous surveillons l'autofinancement des collectivités locales parce que c'est ça qui leur permet d'investir. Et ensuite, vous appelez de vos voeux que nous travaillons le sujet des départements avec en priorité celui de l'Aisne. Mais vous me dites, vous attendez quoi pour réagir? Mais je suis au contact tout à l'heure, là. On y était avec Jean-René Cazeneuve, il était avec moi. Il y a 15 jours, je l'avais au téléphone. Et il y a un mois, je déjeunais avec lui. Donc, oui, les 14 départements, sur environ 100 départements, je les suis de très près, je les reçois, je travaille avec eux sur les solutions que l'on va adopter en 2024 et en 2025. Voilà, donc sur le sujet des départements, quand même rappeler que j'arrive pas à vous lire, je suis désolée, merci beaucoup. Bam. Bien, j'espère que je prononce bien le nom, j'espère que sinon l'amendement ne voudra pas. Christelle Pétex, à qui je souhaite la bienvenue pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président, c'est très bien prononcé. Madame la Ministre, le budget des collectivités est un sujet sur lequel je suis interpellée quasi quotidiennement, vous vous en doutez, comme d'ailleurs la plupart de mes collègues ici présents. Les maires et les présidents d'intercommunalités du territoire de Haute-Savoie s'interrogent notamment sur l'équilibre de plus en plus précaire entre projet et budget. Les impôts directs sur lesquels les collectivités ont véritablement la main représentent aujourd'hui pour la majorité d'entre elles moins de la moitié de leur budget. Pour le reste, il faut compter sur les compensations reversées par l'État et éventuellement sur les très en vogue appels à projets proposés par l'État lui-même ou par des partenaires tels que l'ADEME. Ce fonctionnement rend le budget des collectivités très volatile, instable et dépendant de la consommation des citoyens puisque lié à la récupération de la TVA. En parallèle, les injonctions de l'État envers les collectivités sont de plus en plus nombreuses, les responsabilités que nous leur confions de plus en plus importantes. Elles concernent souvent les projets liés au développement durable, à la transition écologique, et c'est bienvenu. Toutefois, comment peuvent-elles réussir à relever ces nouveaux défis alors qu'elles sont de plus en plus touchées par une perte d'autonomie financière? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous parlez d'injonction de l'État. Franchement, ou alors, oui, malheureusement, vous ne pouviez pas être là lorsque j'ai présenté la déclaration générale et comment on avait exécuté nos crédits en 2023. Mais bon, je ne vais pas vous redire qu'on a doublé nos investissements, qu'on a augmenté la DGF et qu'on donne de l'ingénierie juste gratuite dans un grand nombre de communes rurales, après déjà avoir fait beaucoup en matière d'ingénierie pour les villes plus importantes et les villes moyennes. Donc, que la situation soit difficile dans certaines collectivités, je l'ai déjà dit, la réponse est oui. On les suit de près, on travaille. On a dans le PLF 2023, 2024, on a des budgets pour travailler sur les collectivités qui sont en réelle difficulté. Mais voyez-vous, quand moi je travaille avec même des petites collectivités qui me disent j'avais pour habitude de faire, mais petites collectivités, mais je ne vous rendez pas compte, 1 million d'autofinancement. Et puis là, on est passé à 600 000. Ben oui. Eh bien oui, mais vous avez vu 3 000 milliards de dettes, l'état des finances de notre pays. C'est regarder les collectivités dans les autres pays européens. Oui, il y a de l'inflation, oui, il y a la guerre en Ukraine, oui, les coûts de l'énergie augmentent, donc oui, les dépenses dans les collectivités augmentent, donc oui, il leur faut retravailler leur budget, travailler à des économies en fonctionnement, ce qui est très difficile. Ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Mais oui, mais ne disons pas que l'État n'accompagne pas les collectivités, que oui, elles subissent des hausses de charges subies, par la guerre en Ukraine, par la hausse des coûts de l'énergie, par l'inflation.
mais pas que l'État ne les accompagne pas, chère madame. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse à votre question. Je rappelle quand même que les collectivités doivent l'équilibre en termes de fonctionnement. Oui, donc, c'est vrai. d'accord, donc le déficit ne vient pas d'elle, au niveau du fonctionnement en tout cas. Je dis ça. Oui. Merci. Oui, ça, oui, bien sûr. Mohamed Lakila, pour le MODEM. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs spéciaux, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Tout d'abord, je souhaite, à l'instar des rapporteurs spéciaux, saluer le très bon niveau d'exécution des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales pour l'année 2023. Ces résultats sont en hausse par rapport à 2022, d'où le taux d'exécution, où les taux d'exécution étaient déjà très élevés. Cependant, cette réussite globale cache des disparités entre les programmes. Le programme 122, qui représente environ 5% du budget de la mission, connaît une sous-consommation chronique de ces crédits, situation qui s'est aggravée en 2023. Cette aggravation résulte de la non-utilisation des enveloppes supplémentaires ouvertes en AE et en CP, demandées par les parlementaires dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion pour un total de 108 millions d'euros, destinés notamment à l'entretien du réseau routier local. Alors que nous examinons pour la première fois un projet de loi de finances de fin de gestion en 2023, cette situation doit nous inciter à la prudence pour 2024. Il serait imprudent de voter l'ouverture de crédits supplémentaires dont nous savons qu'ils seront difficilement consommés d'ici la fin de l'année, compte tenu des délais serrés. Madame la ministre, s'agit-il bien des 108 millions ouverts en LFG 2023 et non consommés sur le programme 122 ? Par ailleurs, j'ai une question sur les crédits alloués au programme 119. Nos rapporteurs spéciaux nous indiquent que ce programme a fait l'objet d'importants reports de crédits 2022 vers 2023 en raison des retards du plan Marseille en Grand et de son volet rénovation des écoles. Madame la ministre, pouvez-vous nous faire un point sur le déploiement actuel du plan Marseille en Grand ? Les retards de 2022 ont-ils été rattrapés en 2023 ? Et quelles sont les perspectives pour 2024 déjà bien entamées ? Merci. Merci, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, votre question qui est bien ciblée sur les retards effectivement d'investissement sur le plan grand de la ville de Marseille, je dois vous avouer que nous allons revenir vers vous, je ne sais pas vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'en 2023, oui, nous avons consommé bien plus que les crédits reportés de 2022 et que comme c'est un plan qui est sur plusieurs années, en fait, on continue d'investir et on a pu chaque année reporter. Alors ça, c'est valable pour l'entièreté des AE qui ont pu être reportés pour être engagés en 2024. Donc pour Marseille en Grand, on me dit que les AE à hauteur de 254 millions d'euros, donc à 100%, ont été engagés et que les paiements sont en cours. Donc je vous rassure là-dessus, je vous rassure aussi sur le fait que les AE non engagés en 2023 vont l'être en 2024. Merci. Félicie Gérard pour Horizon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous sommes amenés ce soir à évaluer l'utilisation des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Cette mission comporte notamment l'ensemble des dotations d'investissement et de compensation attribuées à nos collectivités locales. Pour l'année 2023, l'exécution de ces crédits s'élève à 4,48 milliards d'euros en autorisation d'engagement et à 4,40 milliards d'euros en crédit de paiement. Ces montants importants s'approchent de ceux que nous avions définis lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023 et témoignent du soutien financier que nous souhaitons apporter à nos collectivités territoriales. Comme chaque année, nous aurons prochainement des débats sur l'articulation de ces dotations avec la dotation globale de financement, sur la nécessité de conserver des leviers de fiscalité locale ou encore sur les enjeux d'investissement. Mais je souhaite profiter de cette discussion pour aborder le besoin primordial de visibilité sur les financements attribués aux collectivités locales. La question de la pluriannualité des financements, ou à minima d'une plus forte visibilité sur les dotations des années futures, est un enjeu clé pour toutes les collectivités. Par exemple, les enjeux liés à la transition écologique ont créé de nouveaux besoins et les investissements y afférents exigent de la visibilité à long terme. Madame la Ministre, quel est donc votre avis sur ce sujet et dans quelle mesure l'action du gouvernement pourrait créer les conditions d'une meilleure visibilité financière, d'une visibilité à plus long terme pour nos collectivités territoriales? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous appelez de vos voeux que le sujet de la pluriannualité dont nous parlons depuis
plusieurs mois soit réalité. Alors d'abord, je vous rappelle effectivement que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a indiqué qu'il y était lui-même attaché. L'objectif, c'est évidemment de renforcer le soutien de l'État aux collectivités en leur donnant de la visibilité, comme vous l'avez dit. Donc le projet d'instruction au préfet, qui demande de renforcer la pluriannualité des dotations d'investissement, est actuellement dans mon cabinet, à la concertation des associations d'élus. Ensuite, ce point est à l'ordre du jour du groupe de travail finances locales de l'agenda territorial qui se tiendra demain. Merci. Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues. Merci d'abord pour votre rapport. Nous évoquons peu les objectifs et indicateurs de performance présents dans les documents budgétaires dans nos débats, et pourtant, lorsqu'ils sont bien construits, ils sont essentiels à l'appréciation de l'efficacité de nos politiques publiques, et ils fixent une cible à atteindre pour l'administration. J'ai été surprise de noter que pour plusieurs d'entre eux, malgré des réalisations supérieures, voire nettement supérieures à la cible fixée pour 2023, la cible à atteindre en 2024 est encore plus basse qu'en 2023, voire plus basse qu'en 2022. Il est aisé d'atteindre des objectifs nettement inférieurs à la tendance des réalisations passées. Par exemple, pour la part de l'enveloppe attribuée à la DETR, la DSIL concourant à la transition écologique, la cible 2023 était de 27,5, le réalisé de 36,3 et la cible 2024 seulement à 20%. Cela vide en partie cet outil de son caractère incitatif pour l'administration, et sur ce sujet, cela envoie un drôle de message sur les priorités d'investissement. Je souhaite également évoquer la dégradation des indicateurs relatifs à la péréquation verticale du bloc communal en matière de résorption des inégalités. Ces données objectivent la nécessité de relancer la péréquation horizontale, notamment avec une reprise de la progression du FPIC, comme je le proposais en PLF 2024. Enfin et surtout, je souhaiterais aborder un sujet qui relève moins de l'exercice 2023 que du PLF à venir, mais qui est fondamental. Depuis plusieurs années, je vous alerte, et j'alerte y compris précédemment, sur le caractère caduc et de plus en plus de la DGF et sur l'urgence d'une réforme. Le Conseil constitutionnel, par 2 décisions rendues depuis fin mars, est venu censurer la clé de répartition du prélèvement dû au titre du FPIC au sein de la métropole du Grand Paris et une disposition devenue pérenne de minoration de la dotation d'Interco, à chaque fois du fait de mécanismes ne tenant pas compte de l'évolution des indicateurs financiers et donc de la capacité réelle contributive des collectivités. Quid de la constitutionnalité du FNGIR ou de la DCRTP si une QPC était déposée? Structurellement encore plus caduque. Aux inégalités s'ajoute désormais l'insécurité juridique et il est urgent, Madame la Ministre, que nous remettions à plat ces dotations ou à minima que nous dégelions leur modalité de calcul. Alors sur ces 3 points, qu'envisagez-vous? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, pour vos questions pertinentes. La première, vous pointez des indicateurs que vous qualifiez de insuffisamment incitatifs. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ces indicateurs, ils sont sur de la DSIL et de la DETR, alors qu'à côté, on a mis du fonds vert qui double le montant de l'investissement. Donc les collectivités sont extrêmement attachées à ce qu'on les contraigne le moins possible et à ce qu'ils puissent, avec DSIL et DETR, évidemment, financer les projets qu'ils portent pour leur collectivité, sachant qu'il y a le fonds vert qui est à 100% au service de la transition écologique. Ensuite, vous dites, c'est pas très ambitieux parce qu'on met 20 alors qu'on a fait près de 30 en réalisation. C'est ce que je disais exactement tout à l'heure à Jean-René Cazeneuve, monsieur le rapporteur général, où je lui disais qu'on ne voulait pas mettre de contraintes et que d'elles-mêmes, elles y allaient. Parce que quand elles rénovent des écoles, elles prennent en compte, cette rénovation énergétique prend en compte nos objectifs en matière de transition énergétique et écologique. Donc, si votre remarque est pertinente, les collectivités d'elles-mêmes progressent en matière de verdissement de leurs dotations. Et puis priorité au fonds vert, maintenant qu'il existe depuis 2 ans pour verdir les dotations. Ensuite, vous me parlez du FPIC et vous me dites que cette péréquation horizontale, cette progression du FPIC que vous appelez de vos voeux, etc., vous n'êtes pas sans savoir, puisque je vous ai convié, que nous travaillons actuellement à une éventuelle, comme vous l'avez conduite il y a 10 ans, réflexion autour d'une réforme de la DGF. Donc aujourd'hui, vous n'avez malheureusement pas pu venir
et je le regrette, mais je sais que vous aviez d'autres engagements. En tout cas, c'est un sujet que l'on regarde de très près. Et pour ce qui est de la ville de Paris, oui, alors pour le FPIC, nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel et nous en tirerons les conséquences en PLF, ça vous en doutiez. Et puis ensuite, le Conseil constitutionnel a plusieurs fois validé le FNGIR. Donc, le FSRIF. Donc, voilà, le FSRIF. Voilà, donc, pour finir... c'est tout. Votre troisième point, c'était le caractère constitutionnel et le fait que le Conseil constitutionnel avait retoqué le prélèvement du FPIC du Grand Paris. Voilà, bon, je vous ai donné quelques éléments, mais je veux bien vous rappeler ou vous faire rappeler pour que vous ayez des précisions plus exactes. Merci. Michel Castellani pour le groupe Lyot. Oui, merci, Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. D'abord, une évocation, ce sont les subventions exceptionnelles qui sont allouées par la DGCL aux entreprises, aux communes qui subissent des contraintes spécifiques. Un certain nombre de ces communes en ont bénéficié dans ma circo. Je ne sais pas si vous avez la liste, mais si vous pouvez nous communiquer pour cette année les communes qui en bénéficieront, ce serait bienvenu. D'autre part, vous savez qu'un statut spécifique est en cours d'élaboration pour la Corse dans le cadre de ce qu'on appelle le processus Beauvau. Je pense que, et vous savez qu'à l'intérieur de ce statut figurent évidemment les équilibres fiscaux et la remise à plat des dispositifs actuels remplacés en principe par un statut fiscal. Je pense que la démarche responsable consiste à travailler en deux colonnes. D'une part, les compétences que l'on demande, comme qu'elles soient déléguées, et de l'autre, le financement pérenne de ces compétences, ce qui suppose la connaissance évidemment des équilibres fiscaux et financiers de la Corse. Moi, je demande depuis des années que nous soient transmis les comptes régionaux de la Corse. Je le demande en vain, je le demandais oralement, par écrit, en privé, en public. Je ne sais pas quel est votre pouvoir exact à Bercy, mais s'il est possible que vous interveniez pour qu'enfin ces comptes régionaux nous soient transmis, ce serait une bonne chose et ça nous permettrait de travailler un peu de façon utile à la préparation du futur statut fiscal de la Corse. Merci. Ouais, demande que je crois que conjointement on a fait avec le rapporteur général suite à notre mission en Corse. Madame la ministre. Encore. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, donc, vous voulez plus de clarté sur ce que je vous indiquais un petit peu plus tôt, qui est l'accompagnement des collectivités locales réellement en difficulté en fin d'année. Donc ça a été 8 millions d'euros en 2023, 9 millions d'euros en 2024. Ce sont des subventions exceptionnelles. Et j'avais pu faire passer de 2 millions à 10 millions ce fonds en 2023 et il est resté à 10 millions en 2024. Si vous voulez en connaître les critères, je vous invite non pas à m'écrire, mais à me téléphoner, on m'envoie un email, on vous recevra et on vous expliquera à la fois la liste des communes qui ont été aidées et les critères qui ont été pris en compte. C'est un travail que nous faisons dès le mois de décembre et sur la base des collectivités qui sont réellement en difficulté. Parce que beaucoup alertent, ce qui est un peu normal quand elles voient leur autofinancement baisser sans véritablement être en difficulté. Pour ce qui est de la Corse, monsieur le député, des crédits spécifiques ont été débloqués. C'est une dotation, et vous le savez bien, de continuité territoriale de 30 millions d'euros qui a été concédée à la Corse. Pour plus d'informations sur les crédits de la Corse, je vous invite là encore à me demander un rendez-vous. Je préparerai le rendez-vous, je serai accompagné, je vous donnerai tous les éléments, monsieur le député, sur la Corse. Là, j'entends que monsieur le rapporteur général et monsieur le président ont formulé des demandes. Moi, j'aime bien que quand je n'ai pas la réponse spontanément, on vous l'apporte. Donc, vous me direz, l'un comme l'autre, à qui vous avez écrit, et je m'efforcerai d'avoir la réponse et de revenir vers vous. D'accord, merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors, au titre du programme 119, les rapporteurs spéciaux indiquent dans leur note synthétique l'annulation par la loi de fin de gestion 2023 de 92 millions d'euros en autorisation d'engagement, par 89 millions en crédit de paiement. Mais les rapporteurs ne précisent tout de même pas les raisons qui justifient cette non-consommation. Donc, Madame la Ministre, ma première question, il y en aura 3. Cette non-consommation serait-elle le résultat d'un tarissement des projets d'investissement dans nos territoires confrontés à tant de défis écologiques et sociaux, ou plutôt le résultat d'une décision de l'État? S'agissant du programme 122, la loi de finances de fin de gestion l'a abondé de 172 millions d'euros de crédits en autorisation environnementale et 146 millions en crédit de paiement. Ces ouvertures de crédits supplémentaires devaient financer en partie l'entretien du réseau routier local, 60 millions d'euros, ou encore les délégations de services publics maritimes et aériens de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, ces crédits non consommés ont tous été reportés sur l'exercice 2024. Madame la Ministre, comment comptez-vous remédier à cette sous-consommation traditionnellement observée sur ce programme, alors même que les besoins sont prégnants? Enfin, on observe que les fractions de TVA attribuées aux collectivités depuis 2021 au titre de la réforme de la fiscalité directe locale et des impôts de production n'ont pas été intégrées au périmètre des transferts financiers de l'État aux collectivités, ce que déplore la Cour des comptes dans sa note d'exécution budgétaire. Madame la Ministre, comment expliquez-vous cette absence? Est-ce que vous vous engagez à faire consolider l'ensemble des transferts financiers de l'État aux collectivités, y compris l'ensemble des fractions de TVA, dans le rapport sur la situation des finances publiques locales qui sera annexé au prochain PLF, afin de faciliter le travail parlementaire et celui de tous les organes d'évaluation des politiques publiques? Je vous remercie de vos réponses. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Donc, je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Il n'y a pas eu d'annulation sèche. Il y a des crédits qui ont été basculés du 119 sur le 122 pour le fonds de violence urbaine. Ensuite, vous parlez de la baisse des engagements par rapport à 2022. Je pensais vous avoir donné le détail dans ma déclaration générale et des précisions aux millions d'euros près sur les explications de cette baisse des engagements. Donc c'est pas qu'il manque de projets du tout, au contraire, il y a beaucoup de projets. Et quand j'entends les maires me dire, particulièrement en ruralité, qu'ils doivent attendre l'année prochaine pour être accompagnés, ils portent beaucoup plus de projets qu'avant. Ils arrivent à porter des projets, ce qui explique, ce qui me fait dire aussi qu'ils sont en bonne santé, parce qu'ils arrivent à financer un minimum les 20%. Et comme ils portent beaucoup de projets, même si la DETR a doublé depuis 10 ans, eh bien, on n'arrive pas à financer tout la même année. Donc oui, il y a beaucoup de projets, oui, on en finance beaucoup, mais oui, souvent, on leur demande de les reporter. La baisse des engagements maintenant sur les raisons, c'est le retour de la DSIL de droit commun à son niveau de 2021. Voilà, il y avait un abondement de 303 millions d'euros en loi de finances 2022 qui n'a pas été reconduit. Et ensuite, il y a l'extinction d'une part de la dotation de 51,6 millions d'euros créée en loi de finances pour 2022 et versée au département au titre de la compensation des effets de la baisse des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et d'autre part de la compensation des contributions fiscalisées créées en loi de finances rectificative du 16 août 2022. Toutes deux n'ont pas été reconduites en 2023. Voilà les raisons, Madame Harrigui. Merci. Maintenant, des... Oui, donc votre troisième point, effectivement, on le transmet à mon collègue Thomas Cazenave et à Bercy, et on vous fait retour. Merci. On a des interventions supplémentaires d'1 minute maintenant. Stella Dupont. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Les principales dotations d'investissement du programme 119 augmentent, et vous l'avez rappelé, preuve du soutien de l'État en direction des collectivités locales. Soutien nécessaire, car il s'agit d'assurer le financement des équipements et des services publics de proximité, essentiels à la vitalité de nos territoires. En outre, l'IGF évalue à 21 milliards d'euros par an le besoin d'investissement des collectivités dans la transition écologique. Ce n'est d'ailleurs pas le moment, me semble-t-il, de fragiliser les recettes des collectivités, car le contexte économique reste incertain. Les recettes fiscales seraient moins dynamiques que les dépenses qui progressent davantage. Madame la Ministre, à ce titre, je souhaite attirer votre attention sur les dépenses contraintes des collectivités. Par exemple, la revalorisation de 3,5% du point d'indice en juillet 2023, décidée par l'État, représente une dépense supplémentaire pour les collectivités de 2,2 milliards d'euros en année pleine. Aussi, je souhaiterais avoir votre analyse de la responsabilité des collectivités dans la dégradation du solde public en 2023, sachant que leur déficit
intégrant leurs dépenses d'investissement, puisque le président l'a rappelé, le fonctionnement est toujours équilibré pour les collectivités. Donc, sachant que ce déficit représente 9,9 milliards d'euros et celui de l'État 155 milliards d'euros selon l'INSEE. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, je disais tout à l'heure, sur votre dernière partie de question, la contribution, si on peut l'appeler comme ça, au déficit du PIB, sur les 5,5% de déficit du PIB en 2023, la contribution, si je peux l'appeler comme ça, des collectivités locales est de 0,2%. Ça, c'est du factuel, je l'ai calculé. Ensuite, vous dites qu'il faudrait 21 milliards d'euros pour accompagner les collectivités locales dans la transition écologique. Mais vous savez, gouverner, c'est être sur un chemin de crête et concilier des politiques publiques qui toutes doivent être accompagnées. Donc cette baisse de la dépense publique de l'État et des collectivités locales, compte tenu de la dette de notre pays, c'est fondamental. Donc oui, on ne peut pas injecter plus de 4 milliards, 2 plus 2 que nous injectons en investissement chaque année depuis 2 ans pour accompagner la transition écologique dans les territoires. Mais de notre côté, oui, on a la planification écologique au cœur et oui, on accompagne et on a cet objectif de planification que l'on veut réaliser en France, dans notre pays, et tenir cet engagement que l'on a, que l'on a déjà réalisé en 2023, puisqu'on a atteint notre objectif de baisse de moins de 5% des émissions de CO2. Donc voilà, on est sur un chemin de crête où il faudrait mettre plus d'argent si on voulait être exemplaire plus vite en matière de transition écologique. Mais oui, on veut réduire cette dette de notre pays. Donc ensuite, vous nous dites soyez prudents parce que les collectivités locales ont des dépenses contraintes. C'est exact, il y a encore un certain nombre de rubriques dans lesquelles l'État décide et les collectivités payent. Entre autres, l'augmentation du point d'indice en 2023 a eu des effets d'augmentation de leurs dépenses qui les ont énormément contraintes alors que les budgets étaient déjà votés. Donc je ne peux que souscrire à cette contrainte que de temps en temps et sur certaines décisions, l'État porte sur les collectivités locales. Merci. 70% des investissements publics et 0,2% du déficit, je trouve que c'est des chiffres qui sont intéressants quand même à l'issue de cette réunion. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Je remercie Madame la Ministre pour la qualité des réponses qu'elle a apportées aux collègues Lotio. Non, je voulais partager une inquiétude. Vous dites à juste titre qu'il faut rétablir les finances publiques. Philippe Lotio a indiqué une solution pour pouvoir faire des économies sans nuire aux investissements des collectivités territoriales, mais il y a quelque chose d'autre que je remarque depuis 2 ans avec toutes les consultations. Moi, j'ai 230 communes rurales sur ma circonscription. Vous êtes d'ailleurs venu au dernier congrès des maires. Votre venue a été appréciée, je tiens à le dire, malgré nos différences politiques, mais c'est quand même le montant des devis. Que ce soit les maires, les conseillers municipaux, un certain nombre d'entreprises aussi, notamment de TPE, qui remarquent quand même le montant élevé des devis, comme si les subventions, justement, étaient anticipées. Et c'est un vrai problème. Je ne parle pas de corruption, je ne me permettrai pas de le dire, mais je pense quand même qu'il y a un sujet. Voilà, je n'ai pas de baguette magique, je ne prétends pas avoir une solution clé en main, mais j'indique quand même aux collègues commissaires et au ministère que je pense qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus, des devis qui manifestement sont trop élevés par rapport à ce qu'ils devraient être. Moi, j'ai plusieurs maires ruraux qui régulièrement obtiennent des devis très inférieurs à ce qu'obtient par exemple la communauté de communes, avec de vrais abus. Donc je pense que, sans accuser qui que ce soit, que je pense qu'il y a un sujet d'intérêt général à regarder quand même ces devis trop élevés par rapport à la réalité des prestations, et l'inflation n'explique pas tout. Merci. Madame la Ministre. Madame la Ministre. Les devis. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Je souscris totalement à ce que vous avez dit. Et il y a de très gros écarts sur différents devis. Des devis déjà d'une façon générale pour les collectivités. Il y a une inflation qui s'opère et des prix qui sont plus élevés par rapport à si c'est un acteur privé qui demande la même chose, qui met en concurrence, comme peuvent le faire les collectivités locales. Donc, je le déplore. Ensuite, vous avez raison de dire qu'une collectivité qui sert, qui contraint
qui conduit un dialogue avec son fournisseur et qui négocie parce que c'est autorisé, les marchés publics le permettent. Simplement, toutes les collectivités ne s'en saisissent pas. Eh bien, obtient des prix parfois plus bas que d'autres collectivités qui ouvrent les plis et qui constatent et qui décident. Donc, je vais prendre votre question et la soumettre à Bercy parce que c'est un sujet extrêmement difficile. Et ce n'est pas parce que je partage le constat que j'ai déjà des ébauches de solutions. Ça sera difficile. Monsieur le rapporteur général. Oui, juste une petite remarque en réaction aux interventions. Personne ne dit que le déficit de notre pays aujourd'hui, des finances publiques, est dû aux collectivités territoriales. Mais chacun doit quand même reconnaître que les deux budgets sont liés. Les transferts de l'État aux collectivités territoriales, c'est 110 milliards d'euros. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, si vous supprimez ces 110 milliards, tout ça est théorique évidemment, du budget de l'État, que vous les rajoutez aux collectivités territoriales, ça change la photo. Donc évidemment, le niveau d'investissement, le niveau de soutien que l'État apporte ou pas à la collectivité aux collectivités territoriales change un impact et sur le déficit de l'État et sur la situation des collectivités territoriales. C'est juste ça qu'il faut se dire. Attention de ne pas non plus trop schématiser. Merci. Madame la ministre, on en a terminé avec la CEPP consacrée à la mission relations avec les collectivités territoriales et au compte spécial avance aux collectivités territoriales. Je remercie les deux rapporteurs pour leur rapport spécial. Je répète au ministre qu'il serait bien inspiré pour les PLF à regarder attentivement ces rapports parce qu'il y a souvent des propositions concrètes ou au moins des observations. Non, mais je dis pas que vous ne faites pas. Je le dis en général et que ça serait bien qu'on les voit dans les PLF. Voilà. Et on se retrouve mardi prochain, 28 mai à 17h pour la CEPP consacrée à la mission sport, jeunesse et vie associative. Moi, j'ai dit à François Jules qu'on appelle la notation, parce que là, le décret, il va venir en retard, le paiement, je serais surpris de retrouver le temps. Là, on ne peut pas avoir tellement de monde. Salut, Jean. Lui, il veut supprimer les 110 millions.